Le Congo, alors pour être honnête avec vous, je ne connaissais pas du tout l'histoire du Congo, je ne connaissais pas l'histoire de la colonisation, et ça ne m'intéressait pas spécialement. J'avais en fait jamais eu la moindre information, bien que en France, j'ai passé mon bac en France à la fin des années 90, et à cette époque-là, on apprenait la décolonisation au programme du bac, sans vous avoir dit un seul mot sur la colonisation. Donc j'ai passé des années comme ça, sans y revenir. J'ai découvert Ota Benga par hasard, et je me suis dit, je vais écrire un roman sur Ota Benga. Mais alors là, ça aurait été du pur roman, même si j'avais pu faire un peu de recherche sur cette population dans la forêt d'Ituri, je n'aurais jamais réussi à vraiment rentrer dans la tête d'une personne aussi éloignée de moi culturellement. Donc j'ai vite mis ça de côté, mais je me suis documentée sur le missionnaire qui est allé le chercher, je me suis documentée du coup par hasard, j'ai découvert Léopold II, j'ai découvert la colonisation du Congo. Donc j'ai découvert la colonisation, parce que ça a été à travers le Congo. Donc je suis partie de là, et comme Joss disait d'ailleurs, il parle d'Ota Benga comme personnage central, et il a tout à fait raison. C'est pas un personnage principal, mais c'est le pivot. C'est le pivot qui m'a fait découvrir tous les autres. Alors, est-ce que le Congo est le territoire qui a le plus souffert? Peut-être, je ne sais pas. L'Algérie aussi a énormément souffert de la colonisation. L'Afrique du Sud, l'Inde, enfin, en fait, je ne sais pas, la Jamaïque. C'est très compliqué, hein, après d'établir une hiérarchie. En tout cas, en partant du Congo, on a déjà une bonne image des enjeux économiques. Et ce qui est intéressant, vous citiez Tippu-Tip, donc je découvre Tippu-Tip aussi en cours de route, et je vois que Tippu-Tip alors apparaît dans un premier temps comme un personnage quasiment diabolique, et pourtant je me dis Tippu-Tip en fait. Vous voyez le visage qu'il a, c'est quand même un métis, on voit qu'il a du sang arabe, il a du sang africain. Et dans les exactions de Tippu-Tip, dans le sillage des violences de Tippu-Tip, se situent des gens de toutes les couleurs en fait. Donc là, il y a un esclavagisme qui est vraiment un esclavagisme totalement universel, mélangé, néanmoins terrible. Et puis en fait, je découvre surtout que Tippu-Tip est le prétexte parfait pour la colonisation, c'est-à-dire que les Européens se disent on va éradiquer l'esclavage et on va prendre pied en Afrique. Mais c'est qu'un prétexte en fait. Et tous les points communs, tous les axes politiques qui se sont dégagés au cours des recherches m'ont étonné moi-même, c'est-à-dire que les guerres entre la force publique dirigée par la Belgique contre les armées de Tippu-Tip, ces guerres-là, les guerres arabo-swahili comme on les appelle, prennent fin en 1892. Mais en 1892, c'est fou parce que c'est ce qui se passe aussi aux États-Unis. C'est le moment où l'Américain blanc prend le pouvoir sur son territoire, puisque c'est la fin des guerres indiennes. Là, on a complètement éradiqué les natifs américains. En 1892, avec la bataille de Wounded Knee, c'est fini. Et donc là, on a deux maîtrises de territoire qui sont en effet des impérialismes économiques. Il y a tous ces liens en fait qui se dessinent en triangle entre l'Europe, les États-Unis et l'Afrique. Et un autre exemple de lien qui est absolument étonnant et que je voulais vraiment dégager, pourquoi est-ce que la colonisation et la ségrégation prennent fin quasiment en même temps? On se dit c'est fou, est-ce que c'est un moment où on prend conscience que les droits de l'homme doivent vraiment s'appliquer sur le territoire? Mais en fait, moi je ne pense pas, j'ai dégagé des axes économiques. En 1957, il y a un événement très intéressant qui se passe aux États-Unis, un incident diplomatique incroyable. Le ministère des Finances du Ghana va